Chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête sur la commande publique en creusant la question des enjeux de souveraineté qui y sont attachés, sur les plans technologiques et numériques notamment. Nous avons pu constater par exemple la situation de dépendance dans laquelle nous nous situons à l'égard de certains acteurs économiques extra-européens qui sont soumis à des législations extraterritoriales, nous faisant perdre le contrôle de données publiques sensibles et la fragilité de nos entreprises innovantes. Il faut y voir ici une forme d'expression de la rivalité économique et technologique qui existe entre les grands pôles économiques mondiaux, rivalité qui s'est singulièrement exacerbée ces derniers mois et encore davantage depuis quelques jours. Nous recevons M. Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, puis haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre, et à ce titre expert des rivalités étatiques au nom desquelles la commande publique peut être une marque de souveraineté, un outil instrumentalisé au nom de considérations non économiques, et la liste n'est pas exhaustive. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire « je le jure » en allumant le micro. Oui, voilà, je le jure. Je vous remercie. Au cours de votre longue carrière dans le privé comme au service de l'État, et en particulier dans vos fonctions en charge de l'intelligence économique, vous a-t-il semblé que celle-ci était suffisamment prise en compte par les acteurs de la commande publique ou qu'ils pouvaient parfois peut-être pécher par naïveté en la matière? Nous aimerions savoir si, selon vous, une prise de conscience est intervenue depuis. Dans le contexte d'incertitude économique qui marque particulièrement ces derniers mois et qui risque de faire reculer les investissements privés, la commande publique va être amenée nécessairement à jouer un rôle le plus important possible de soutien à l'innovation. Pensez-vous que l'État soit prêt à assumer ce rôle et dispose-t-il des compétences pour le faire? Certains de nos voisins sont-ils mieux préparés que nous, selon vous? Vous pourrez également nous expliquer comment la commande publique peut être une porte d'entrée pour des acteurs étrangers, étatiques ou non, dans des segments sensibles de notre économie et de nos institutions. S'agissant tout particulièrement de la question de l'hébergement des données publiques, jugez-vous prioritaire de les rapatrier dans des solutions souveraines ou estimez-vous que des solutions américaines offrant en théorie du moins des garanties de sécurité sont adéquates? D'une manière plus générale, n'hésitez pas à nous faire part d'exemples concrets de situations que vous avez eu à connaître où la commande publique et son cadre juridique ont été pris en défaut face à des acteurs malveillants. Je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera ainsi que les membres de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est qu'en plus, on est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que dans certains États, je pense en particulier aux États-Unis, il y a une aide systématique des petites entreprises par des commandes publiques et des grandes entreprises par des commandes militaires de recherche. Et ce sont des modes de financement ou des aides, si vous voulez, qui sont faites dans le cadre d'une loi américaine qui existe, c'est le Buy American Act, et qui permet justement de faire ça. Alors vous évoquez tout à l'heure ma carrière. Quand j'étais à l'intelligence économique, j'avais demandé si on ne pouvait pas en France faire passer un texte du même genre. La réponse à l'époque avait été de dire c'est pas possible parce que l'Europe nous l'interdit. Nous, on ne peut pas favoriser des commandes françaises. Il faut que ce soit des commandes européennes. Le problème, c'est que les commandes européennes, eh bien, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on s'aperçoit que souvent, les commandes venues d'ailleurs en Europe sont faites par des sociétés qui n'ont pas que des intérêts en Europe.
Et donc c'est tout de suite, on voit à ce moment-là le problème, si vous voulez. Donc on se trouve en définitive, il y a indiscutablement pour nos entreprises, je vais revenir aux petites et aux grandes, hein, il y a un problème de base au départ, c'est que par rapport à d'autres pays, nous ne les aidons pas assez. Alors, c'est très intéressant de voir que les Anglais, par exemple, après avoir quitté, après le Brexit, les Anglais, eux, ont commencé à modifier au point de vue économique, hein, les accords qu'ils appliquent, c'est-à-dire que ils font comme les Américains, ils favorisent les entreprises anglaises. Donc on voit bien qu'il y a un problème et que nous sommes dans un système qui empêche de le régler. En tout cas, on n'a pas cherché à trouver une solution pour le régler. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Alors, je disais, c'est très important pour les petites entreprises parce que les petites entreprises, elles sont en France, elles sont souvent très bonnes pour trouver quelque chose, la partie innovante, si vous voulez, mais dès qu'on veut les développer ou dès qu'elles veulent se développer, elles tombent sur un écueil terrible qui est le problème du financement. Parce que les banques françaises sont parmi les plus mauvaises prêteuses du monde, il faut bien le dire, parce qu'elles appliquent des règles de sécurité bancaire, et aussi elles recherchent des profits plus importants par d'autres voies. Hein. On l'a vu dans le passé, souvenez-vous de la Société Générale avec le trading, les opérations de trading qui rapportent évidemment beaucoup plus que du prêt à des entreprises dans une durée plus ou moins longue. Et donc, de ce côté-là, les entreprises ont beaucoup de mal à trouver des financements. Le système américain fait que, comme on passe des commandes, c'est cette commande qui va permettre de faire du financement. Donc c'est cette commande qui va leur permettre de se développer. C'est la grande, si vous voulez, c'est là où le système, on voit bien la différence par rapport à nous. Bon, pour les grandes entreprises, le problème est un peu différent parce qu'effectivement, elles peuvent avoir des difficultés de financement, enfin elles en ont beaucoup moins, elles ont des moyens, elles peuvent investir, elles ne sont pas dans la même problématique. Si vous voulez. J'ai tendance à dire, moi, que plus les entreprises sont petites et plus c'est difficile. Or, dans un objectif de l'État de développer l'innovation en France, dans l'objectif de développer des entreprises françaises, il faut bien qu'elles puissent démarrer. Si elles ne démarrent pas, évidemment, c'est très difficile. Il y a un point, par rapport aux questions que vous posiez, il y a un point qui est intéressant et qui montre quand même qu'on peut évoluer. Ça a été la Direction générale de l'armement. Parce que pendant des années, et quand je dis des années, ça a été pratiquement tout le temps jusqu'à il y a 5-6 ans, et encore, c'est maintenant que ça change. On disait aux petites entreprises, les fonctionnaires de l'administration, de la DGA, disaient aux petites entreprises, si vous voulez participer à l'appel d'offres, il faut passer par une grande entreprise qui va vous porter. Alors, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui se passait? La petite entreprise, évidemment, elle n'avait pas le choix. Hein. Elle allait voir la grande lui disait, OK, on va intégrer votre projet dans les nôtres. Jusque-là, très bien. Mais ensuite, quand il s'agissait de partager le bénéfice, la marge, si vous voulez, qui permet de continuer à faire des investissements, eh bien, les petites entreprises, elles ne récupéraient rien du tout parce que la marge était gardée par les grandes. Les grands groupes de la défense se sont fait une spécialité pour ça, on peut dire, de mettre en difficulté les petites entreprises pour ne pas dire les tuer. Alors, donc ça, c'est un autre problème. Alors, heureusement, d'ailleurs, la DGA, le nouveau DGA, je peux le citer, c'est pas un secret, hein, Monsieur Chiva, lui a véritablement changé les choses en disant il faut qu'on aille directement voir les petites entreprises pour passer des commandes. Il ne faut plus regrouper les petites. Alors, ça pose plus de travail, évidemment, à ceux qui sont chargés de passer les commandes, mais ça permet à ce moment-là d'aider les petites entreprises en évitant qu'elles soient pénalisées par ce que je viens d'évoquer. Le troisième élément, si vous voulez, que je voulais évoquer par rapport au thème que vous traitez, hein, c'est le fait que c'est le problème des données. Vous l'avez dit tout à l'heure en disant l'hébergement des données, la sécurité. Bon, il est certain que nous sommes dans un système dans lequel les données, et par le fait même du numérique, hein, de l'explosion du numérique et d'utilisation du numérique, les données ont tendance à se promener partout. Or ça, c'est extrêmement grave, parce que
des données, si vous voulez, qui sont au cœur de l'entreprise, parce que les données qui concernent leur innovation, leur technique, leur rapport, enfin tout ce qui est essentiel, si vous voulez, hein, le cœur de l'entreprise, se trouve aujourd'hui mise à mal, si vous voulez, par le fait qu'elles ne sont pas. Enfin, on a beaucoup de difficultés à les protéger en France. Et on l'a vu, ne serait-ce que... Et dans la compétition, quand vous avez des sociétés européennes qui arrivent là-dedans, ça se complique encore, puisque, évidemment, le problème de l'accès aux données au niveau européen, il est garanti pour tout le monde, ou pratiquement. Hein. Or, pourtant, il faudrait protéger. Donc, si vous voulez, on souffre aujourd'hui, nous, en France, hein, on souffre aujourd'hui, oui, je reprends votre terme, je crois, d'une véritable naïveté, parce qu'on veut toujours, c'est toujours la même chose, on veut appliquer les règles de Bruxelles, de l'Union européenne, de la manière la meilleure possible, la plus dynamique possible, donc on en fait presque plus, hein, alors que les autres, quand on s'aperçoit ce qui se passe ailleurs, c'est pas du tout la même chose. Nos collègues allemands, bon, les Anglais, j'en ai parlé, mais ils ne sont plus dans l'Europe, mais vous prenez les Allemands, vous prenez les Italiens, vous prenez les Espagnols, autant vous dire qu'ils savent se défendre. Et là, je crois qu'il y a de notre part, il y a une certaine naïveté, parce qu'on veut bien faire, mais on ferait mieux de regarder ce que font les autres et de se dire je n'en ferai pas plus que les autres. Si vous voulez, il faut changer de mentalité. Il ne faut pas dire je vais faire mieux que les autres pour montrer que je suis le meilleur. Il faut dire le contraire. Il faut dire je n'en ferai pas plus que les autres que j'ai pu aller regarder ailleurs, parce que c'est officiel, hein, les textes, ils sont là, il n'y a pas de secret, mais ça simplifie les choses et ça permettrait d'être plus efficace. Pour en revenir, si vous voulez, sur les modalités effectives de la commande publique. Alors, il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a la commande elle-même, mais il y a la préparation de la commande. Et moi, c'est là où souvent le problème était... Enfin, pour moi, le problème, il vient souvent de là. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il s'agit de définir les modalités de la commande, on a tendance, dans un certain nombre d'entreprises, pour ne pas dire beaucoup d'entreprises, à faire appel à des spécialistes. Et comme on considère que les siens ne sont pas forcément les meilleurs, on fait appel à des cabinets de conseil qui vont faire une analyse et vont vous dire, voilà l'appel d'offres, ou voilà la commande telle qu'elle doit être définie, et voilà vos objectifs. Ils vont faire un travail excellent, dessus il n'y a pas de problème. Simplement, la question qu'on ne se pose jamais, c'est est-ce que le cabinet en question fait une recommandation objective ou une recommandation qui va servir à d'autres. Et je constate, j'ai pu constater dans le passé que c'est régulièrement ce qui se passe. Alors on va vous dire, c'est faux, parce que quand on regarde le texte qui est remis, par exemple, la recommandation, le rapport, il est souvent très neutre. Mais il faut bien regarder que dans une présentation de rapport, vous savez, par rapport aux fameux slides là qu'on appelle dans les présentations, les slides, quand on vous les montre, ils sont commentés. Et c'est dans le commentaire qui lui est verbal. Il n'est pas enregistré, c'est pas comme ici. Hein. Dans ce commentaire, c'est là où il y a souvent des choses importantes. Parce que les consultants, les conseils, vont donner des orientations. Et quand on va leur poser des questions, ils vont répondre tout à fait naturellement. Si je vous dis, par exemple, je ne sais pas moi, si on prend un exemple et qu'on dit, le cabinet conseil dit, il faudrait que vous trouviez, pour ça il faut faire un appel d'offres vers des experts qui ont telle spécialité. Alors vous allez dire, bon, ben, est-ce que vous pouvez me faire la liste des experts, bien entendu, hein. Et puis dans cette liste-là, ben, vous n'aurez pas que des Français. Et si dans la liste d'experts, vous avez au début tous les étrangers et en bout de page les Français, eh ben, je peux vous dire qu'on ira les voir les derniers. Et c'est ça. Et là, on rentre dans cette mécanique infernale. C'est-à-dire que comme on ne peut pas, selon la loi, hein, on ne peut pas privilégier les propositions françaises, ben évidemment, un cabinet de conseil, il a beaucoup de facilité pour pousser vers d'autres. Ou au nom de l'interne de l'Europe, il va vous dire, ben écoutez, il faut la regarder par-ci ou par-là. Alors qu'à l'évidence, ça ne va. Regarde, je vais vous donner un exemple précis.
Regardez ce qui s'est passé pour le char. C'est très intéressant l'histoire du char, des chars, au point de vue militaire. Hein. Bon, les Français ont un char qui maintenant a été passé, donc on a dit on va faire un nouveau char. Et on a, comme d'habitude, on a été voir les Allemands, on leur a dit on va faire un char ensemble. 50-50. Bon, 50-50, c'était objectif, on faisait des échanges technologiques et c'était parfait. Bon, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des études qui disent, oui, c'est très bien, mais dans le fond, hein, et là c'est les Allemands qui jouent là-dessus, et ils disent, mais dans le fond, on pourrait faire venir un deuxième opérateur allemand, parce que lui est un spécialiste dans des domaines où tous les deux on n'est pas très bons. Peut-être. Mais le résultat, c'est 2 tiers Allemagne, 1 tiers France dans les décisions. On a perdu la guerre, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Et quand vous avez ce genre de... Et il y a pas, je pourrais vous en donner des dizaines d'exemples comme ça, on voit à chaque fois, il y a le problème qui est posé, c'est qu'on se retrouve avec, au départ, on peut avoir même une bonne idée, mais cette idée, elle va être biaisée après, parce qu'on va vous dire, au nom d'avis, de conseils et autres, et là on revient au cabinet de conseil, on va vous dire, non mais là, il faudrait intégrer cette nouvelle dimension. Ah oui, mais à ce moment-là, on change toutes les règles du jeu. Et, or, les cabinets de conseil, ce sont des cabinets de conseil, c'est-à-dire qu'ils ne prennent jamais la responsabilité finale. Hein. Faut pas, vous le savez bien. Les cabinets conseils, ce sont des gens qui vont vous faire une très belle présentation, une très belle analyse, avec 2 objectifs, je dirais. Le premier, c'est de satisfaire aux attentes qu'ils ont cru percevoir dans l'entreprise. Souvent, les patrons d'entreprises des grands groupes français, là je parle des grandes entreprises, ne veulent pas prendre certaines décisions qui ne seront pas forcément bien vues par tout le monde. Alors on va utiliser un cabinet de conseil qui va faire le rapport et on va dire après, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est le cabinet conseil qui le conseille. Et à ce moment-là, on va le suivre. Ça permet à la direction de se dédouaner. Ça, c'est un problème important en France. Ça arrive souvent, très souvent dans les grandes entreprises. Donc le cabinet conseil devient à ce moment-là un moyen pour le président de faire passer des idées ou une vision qui est la sienne et qui n'est pas celle des autres. Mais il y a un deuxième volet, et c'est là que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, précédemment, pardon. Le deuxième volet, c'est le cabinet conseil qui va influencer à travers cette étude ou son rapport, qui va influencer un choix, qui va diriger l'entreprise dans un sens ou dans un autre. Or ces cabinets qui se font payer très cher, hein, on le sait bien aujourd'hui, les 5 plus grands cabinets en France, ce sont 5 cabinets anglo-saxons. Pas l'habiller comme on veut. Hein. Bon. Et les autres, d'ailleurs, ont aussi des intérêts anglo-saxons dedans. Donc, il ne faut pas non plus... Il n'y a pas que les anglo-saxons. Hein. Mais donc, ces cabinets, ils ont une influence extrêmement importante. Et on n'en tient pas compte, on n'en tient pas assez compte, parce qu'on pense toujours que le cabinet, il fait un travail d'expert absolument froid et objectif. Et ce n'est pas vrai. Le cabinet, il a aussi sa doctrine, sa stratégie. McKinsey ne fonctionne pas de la même manière que Bain, par exemple, pour parler de stratégie, hein, ou qu'Accenture. Ce sont des gens différents avec des spécialités différentes. McKinsey fait de la stratégie, comme Bain. Accenture, c'est autre chose. Capgemini, il ira plutôt dans le numérique, et ainsi de suite. Chacun a des spécialités. Donc à partir du moment où vous faites appel à un cabinet qui est spécialisé et qu'on connaît, et qui en plus est un cabinet qui est managé, qui a des actionnaires et des intérêts qui sont internationaux, hein, d'un pays ou d'un autre, ou de plusieurs pays, évidemment, il y a une influence sur ce qui se passe. Un dernier point pour ce propos liminaire, c'est que il y a une question sur les cabinets conseils qui pour moi est très importante et qui est extrêmement difficile à résoudre parce qu'ils n'aiment pas répondre, hein, il faut dire la vérité. C'est de demander, chaque fois qu'il y a un rapport d'un cabinet conseil, quand ils font un rapport, une présentation, bon, il y a une copie de ce rapport qui part au siège. Si le cabinet est américain, la copie du rapport part où ? Et oui. Hein, et alors, on vous répondra, ceux quand ils daignent répondre, certains vous diront, oui, mais quand on envoie le dossier, on enlève le nom.
Alors, je vous donne un exemple très simple. Hein, eh ben, c'est simple. Hein. Je fais une étude sur le nucléaire à Cadarache ou à Tricastin, où vous voudrez. Hein. Je fais une étude sur une centrale nucléaire, ou maintenant, hein, sur Flamanville. Je fais une étude par un cabinet américain. J'envoie mon dossier aux États-Unis. Je dis simplement ambiance nucléaire dans une centrale nucléaire. Bon. Excusez-moi, mais ça ne trompera personne. Là-bas. Et ils sauront ce qui se passe. Vous voyez? Alors, il y a et donc, il y a, et je crois que là-dessus, il faut qu'on reprenne. C'est très bien que vous ayez cette commission. Enfin, moi, hein, je pense que c'est très bien que vous ayez cette commission. Toutes les commissions qui poussent à aller réfléchir véritablement sur ce qui se passe pour essayer de trouver des solutions qui permettent d'améliorer un petit peu la situation en France ne peuvent être que bénéfiques. Ça, c'est sûr, c'est une nécessité. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, on sera ravi. Je lui laisse la parole. Les questions sont assez directes. Hein. Quelles préconisations auriez-vous à formuler pour défendre notre souveraineté nationale avec le choix des entreprises lors des passions de marché? C'est une question directe. Hein. Et vous avez souvent évoqué lors de vos auditions que vous avez la connaissance du recours par des grandes entreprises françaises, et vous le rappelez, à des cabinets américains pour définir la stratégie. Vous en avez parlé comme ça, et qu'est-ce que vous préconisez pour mieux intégrer des cabinets français s'il en existe encore? Ben, d'abord, effectivement, vous venez de dire, il faudrait qu'il en existe encore, parce que ceux qui marchent, une fois qu'ils marchent bien, ils sont rachetés par les autres. Il y a un problème. C'est là où, si vous voulez, on peut se demander si, par exemple, dans les domaines régaliens, où, en dépit de ce qu'on dit à Bruxelles, les domaines régaliens relèvent toujours des États. Ça, on peut dire ce qu'on voudra, c'est une réalité légale. Bon. Est-ce que dans les domaines régaliens, on ne pourrait pas introduire une notion disant vous devez impérativement passer par des cabinets français dans les domaines régaliens? Vous savez, moi ça me rappelle quand on a sorti le décret, après que maintenant on appelle le décret Montebourg, le premier décret sur les investissements étrangers en France. On a voulu contrôler. Bon, qu'est-ce que m'a répondu Bercy à l'époque? Je parle de ça en 2005. Bercy a dit vous ne pouvez pas. Bruxelles interdit. Alors on a regardé, on a dit non, c'est pas vrai. Dans le régalien, on a le droit. Et on avait introduit le décret en disant pour le régalien, on a le droit. Bon. Et donc on peut contrôler les investissements étrangers. Bon. J'ai constaté, moi, 2 ans après, l'Allemagne s'est alignée sur nous, elle a sorti le même texte. Hein, les Espagnols, tout le monde s'y est mis. Bon. Et depuis, alors vous avez vu que l'État français n'a pas hésité à élargir, justement, en dehors des domaines régaliens, hein, sur un certain nombre de domaines clés. Donc c'est parfaitement possible, si on veut, hein, de dire, dans ce domaine-là, qui sont des domaines relevant de l'État français, eh bien on exige que vous ayez un cabinet qui soit français. Ça permettrait au cabinet français de se développer. Moi, je vous garantis qu'il se développerait. Ça permettrait de récupérer dans ces cabinets des gens brillants, parce qu'il y en a très brillants qui sont dans les cabinets conseils étrangers. Hein, et ça nous permettrait d'avoir une vision plus objective que celle que nous avons actuellement. Parce que c'est sûr que quand vous regardez les conseils qui sont donnés, regardez le... moi, je vois quand McKinsey a géré la crise médicale en France, hein, puisque on savait quand même un petit peu, hein, mais bon, hein, officiellement, on a découvert que McKinsey a piloté la crise du Covid en France. Bon, enfin, en grande partie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, regardez les conseils qui ont été donnés. Hein, on a favorisé sciemment, mais pour différentes raisons, hein, au niveau français, mais également au niveau européen d'ailleurs, hein, parce que McKinsey travaillait aussi au niveau européen. Il faut quand même voir qu'il avait l'intérêt global. Hein, c'était là-bas et ici, et en Allemagne aussi. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti des recommandations, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que la capacité française de produire, elle a été complètement oubliée. Hein. Alors certes, on vous dira, oui, mais c'était parce qu'on avait basculé sur l'ARN, hein, et que l'ARN messager, nous, on ne savait pas encore utiliser, Pasteur et les autres ne savaient pas utiliser l'ARN messager, peut-être, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là aussi pour dire aux entreprises françaises type Pasteur et autres, hein, il faut vous y mettre? Rien. On a passé directement les commandes aux autres.
Donc le résultat, évidemment, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Et c'est ça aussi, si vous voulez. Quand on prend la plupart, dans toutes les histoires, aujourd'hui, quand vous regardez les grandes affaires qui sont sorties ces dernières années, vous avez toujours des cabinets conseils et vous avez toujours des banques d'affaires. Bon. Moi, ce que je constate, c'est que les cabinets conseils sont pratiquement à chaque fois des cabinets étrangers, et les banques d'affaires, elles ont des intérêts dont on ne peut pas dire qu'elles ont un intérêt national derrière. Regardez l'affaire Alstom. Hein. Mais il n'y a pas que l'affaire Alstom, il y en a plein. Les unes après les autres, on s'aperçoit toujours la même chose. Mais il faut bien voir que les dirigeants de ces sociétés, pour se protéger, n'hésitent pas à vous dire « mais moi, j'ai appelé des cabinets conseils pour que justement ils me donnent les bons conseils pour faire l'opération. » La bonne blague. En réalité, c'est mon métier du renseignement, on appelle ça une couverture. On se protège. Mais on oublie complètement l'intérêt général, ou l'intérêt national, ça c'est clair. Hein? Donc, si vous voulez, je crois, quand vous avez... il y a des quantités de cas qui sont passés. Quand on voit les affectations, par exemple, regardez comment... C'est intéressant à regarder ça sur l'AFD, par exemple. Ce serait intéressant de demander à l'AFD, est-ce qu'ils font appel à des cabinets de conseil pour faire les affectations de moyens qui décident sur les pays étrangers? C'est pas pour rien que je vous dis ça. Hein. Bon. Eh bien, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que donc, ils vont faire des choix qui vont être orientés. Parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes intérêts que nous. Hein, parce qu'ils ont une autre vision des choses. Quand vous êtes un cabinet international, je parle même pas des Américains, hein, quand vous êtes un cabinet international et que vous êtes en train de vous implanter en Afrique, eh ben, vous allez voir les dirigeants africains, vous dire, vous savez, hein, je fais un rapport qui va vous faire plaisir. Hein. On va investir, les Français ils vont investir dans telle société ou dans tel domaine d'activité dans votre pays. Eux, ça les sert au niveau local, mais nous, est-ce qu'il fallait qu'on fasse cet investissement? Alors là, par contre, il y a d'autres questions à se poser. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué en définitive, parce qu'il y a des liens dans tous les sens. Et il faut donc... Il y a des gens qui sont très bien. Moi, je ne vous dis pas, je ne mets pas en cause la qualité du travail des cabinets conseils. Je dis simplement, attention, la dérive est facile. La dérive est très facile. On en a plein d'exemples. Et pour éviter ces dérives, il faudrait quand même que ça soit un peu mieux surveillé, un peu mieux réglementé. Merci. Parmi les collègues, Madame Morin-Desailly, on va prendre 3 questions. Monsieur Ruel ensuite. Merci beaucoup, monsieur. Je dois dire, du petit lait en vous écoutant, parce que ce que vous avez décrit en préliminaire, avant de parler directement de la question des modalités de la commande publique, correspond tout au rapport d'information que nous avions fait en 2015, donc voilà déjà 10 ans, mission commune d'information du Sénat, qui avait conclu de la même manière à la situation que vous avez évoquée. L'asymétrie d'abord avec des pays comme les États-Unis, une Europe avec des règles de concurrence ouvertes aux 4 vents et aucune stratégie en effet pour accompagner l'émergence d'un écosystème par la commande publique. Vous avez bien expliqué comment les petites et moyennes entreprises, par le biais de la commande publique, le Buy American Act ou le Small Business Act avait été une vraie stratégie complètement assumée que nous n'avions pas su l'avoir. Alors bien sûr, le rôle de l'Union, vous l'avez bien rappelé, a été primordial dans le carcan en fait administratif dans lequel nous nous sommes trouvés, qu'à empêcher une concurrence loyale pour nos propres entreprises. Vous avez parlé d'une certaine naïveté. Peut-on parler seulement de naïveté ou finalement de choix politiques relativement assurés dans le cadre d'une mondialisation heureuse où voilà, on voit pas tellement on n'imagine pas ce qui peut nous arriver, mais en même temps, on a une forme de complaisance. On dit c'est peut-être plus facile de travailler comme cela, voire de complicité. Moi, je n'ai pas peur des mots. Pouvez-vous, comment vous analysez, par exemple, des choix, le complexe militaro-industriel Thales, voilà, confie ses données les plus stratégiques à Google. On nous dit qu'il n'y a pas d'offres alternatives. C'est aussi l'autodénigrement permanent de nos entreprises. Est-ce que vous analysez ça aussi comme
un autodénigrement permanent et systématique. Vous avez aussi évoqué le virage de la DGA, c'est vrai, moi je l'ai constaté également, c'est tout à fait récent ce virage de stratégie. On va s'attacher du coup à construire un écosystème, ce qu'on pourrait appeler non pas la Startup Nation, pardonnez-moi les anglicismes, mais l'infrastructure nation, qu'il faut enfin mettre en œuvre. Vous avez évoqué la crise de la Covid, le recours aux cabinets américains en particulier, qui ont conduit au choix que nous connaissons. Est-ce vous avez parlé de la question du vaccin. Est-ce que vous interprétez aussi de la même manière les choix, par exemple, de Microsoft pour la plateforme des données de santé, ou encore pour Doctolib, j'ai un trou de mémoire, pardonnez-moi, mais c'est aussi une plateforme extra-européenne, d'ailleurs, sans qu'il y ait eu vraiment de débat devant la représentation nationale sur ces sujets-là, ni même de commande publique. Est-ce que vous interprétez les choses de la même manière et enfin, croyez-vous possible, puisque nous sommes dans une guerre économique en fait, la compétition mondiale, la domination du monde par l'économie, maintenant c'est ce que permet le numérique, croyez-vous possible l'inversion de la tendance aujourd'hui à la faveur peut-être de règles européennes qui continueraient à changer? Croyez-vous de votre expérience qui est très importante? Merci, Monsieur Ruel. Merci, Président. Oui, j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant vos remarques. Alors, j'avais déjà une petite question sur le rôle de ces cabinets conseils à l'égard des dirigeants de grandes entreprises. Je vous rejoins complètement et je me demandais s'il y avait un parallèle à faire avec le rôle que jouent les AMO auprès des collectivités locales, enfin auprès de tout l'écosystème territorial, où on sait que finalement ces AMO ne sont en réalité qu'un faible nombre d'entités sur lesquelles on peut se poser des questions d'efficacité, etc. Mais joue-t-elle un rôle similaire à celui que vous percevez dans les cabinets conseils? Bon, ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est la commande publique. Bon, c'est quelque chose de considérable. Ne devrait-elle pas être utilisée d'une manière plus stratégique pour relocaliser certains savoir-faire, renforcer des filières stratégiques, jouer un rôle dans la réindustrialisation de la France, mais cela supposerait donc qu'il y ait une véritable stratégie orientée vers une meilleure utilisation, une meilleure orientation de la commande publique. Merci. Merci, Monsieur Canevet. Pardon, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Juillet de ces éclairages sur les prescripteurs en quelque sorte de la commande publique. Est-ce que, à votre connaissance, dans les autres pays de l'Union européenne, on a le même recours au cabinet conseil que ce que l'on pratique ou que ce que l'on a pratiqué, parce que je crois qu'il y a une réduction en France effectivement, et est-ce qu'il n'y a pas des opérateurs, est-ce qu'il y a des opérateurs à votre connaissance qui en France sont capables de pouvoir mener ces missions? Est-ce que vous avez pu en identifier? Madame Daniel, et puis on va entendre ensuite les réponses de Monsieur Juillet. Moi, j'ai une question un peu naïve. Est-ce que les cabinets français sont toujours plus vertueux et est-ce que les fuites de données et les hackings nationaux sont moins désastreux? Merci pour cette réponse et cette question courte et évidemment qui fait réagir Monsieur Juillet. Je vous laisse la parole. Bon, ben, je vais essayer de répondre à toutes les questions. D'abord, sur la première, madame la sénatrice, naïveté, bien sûr, elle est indiscutablement en France, et on a une naïveté très surprenante, parce qu'on a du mal à imaginer que nous sommes, comme vous l'avez souligné après, et comme ça a été dit, que nous sommes en guerre économique. Et qu'en guerre économique, il n'y a pas de cadeau.
Churchill disait, le général de Gaulle le disait aussi, enfin tous les Napoléon le disaient, là on peut citer des dizaines, ils ont toujours tous dit la même chose, notre pays n'a pas d'amis. On peut avoir des alliés de circonstance, mais on n'a pas d'amis. Et ça, je crois que c'est une base fondamentale et que souvent les gens ne veulent pas entendre. Et on est en train de le voir avec les Américains actuellement. Parce que les Américains, excusez-moi de vous le dire, mais ce qu'ils font, ce que fait Trump, moi j'en ai parlé il y a 6 mois, on savait pertinemment ce qu'il allait faire, on savait pourquoi il allait le faire, et on sait très bien les objectifs qu'il cherche. Donc il n'y a pas de secret. La seule chose, c'est que lui, par rapport à ses prédécesseurs, il le fait cash, c'est-à-dire qu'il le fait devant tout le monde, et en plus il l'annonce. Alors évidemment, ça surprend pas mal, parce que ça oblige tout le monde à prendre conscience d'une réalité. La réalité, c'est qu'il ne faut plus être naïf. On est face à des gens qui se battent pour leurs intérêts personnels de pays, et chaque pays a des intérêts différents. Vous verrez en Europe, sans entrer dans les détails, mais vous verrez comment ça va se passer avec la Pologne ou avec l'Italie, par exemple, qui sont 2 pays proches de M. Trump actuellement. Moi, je vous garantis que dans les mois à venir, vous allez voir une évolution et une différenciation de traitement entre l'Italie et la Pologne et le reste de l'Europe. Quoi qu'on en raconte. Ça, je prends les paris et on verra. Oui, donc il faut arrêter d'être complaisant, il faut être réaliste. C'est pas une question, il faut être réaliste. On est face à des gens qui se battent et ils ont le droit de se battre pour eux, mais il n'y a aussi pas de raison que nous, on ne se batte pas pour nous. Ça, pour moi, c'est essentiel. Alors, le deuxième point, vous évoquiez, Thales avec vous, les transferts de données, pas les données. C'est vrai qu'on peut se poser de véritables questions en France. Alors, quand on a vu Thales appeler Google, utiliser Google, on sait que Google, il y a des lois américaines qui sont là, qui existent, et qui disent que les services américains peuvent aller récupérer toutes les données qu'on transmet, et qui sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent les passer aux concurrents américains. C'est la loi américaine, c'est clair. Bon. Alors, d'ailleurs, c'est valable pour les clouds, pour les clouds. Le cloud, quand on a un cloud qui on vous dit ah, mais il n'est pas de problème, il est européen parce qu'il est installé, je ne sais pas, à Hambourg, ben c'est pas vrai, parce que les Américains ont le droit, selon la loi, ils ont le droit d'aller prendre les informations partout à partir du moment où le cloud est détenu par un actionnaire américain, où que ce soit dans le monde. Bon, il faut le savoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais ça veut dire qu'il faut apprendre à gérer les problèmes en disant telle information, elle est trop secrète, celle-là, je ne la mets pas là, parce qu'ils vont la récupérer. Par contre, si c'est les menus à la cantine, on s'en fout. Mais regardez, par exemple, alors il y a des fois où c'est vrai qu'on est coincé aussi. Quand Airbus, ou d'ailleurs la DCRI, quand la DCRI ne prend Palantir, on sait très bien, il faut être naïf pour ne pas le croire, on sait très bien que Palantir, il a été financé par la DARPA, c'est-à-dire par la DGA américaine, et que les informations, bien entendu, tout ce qui sort sur Palantir, il y a une backdoor, comme on dit, qui permet de les récupérer ailleurs. C'est évident. En tout cas, s'ils en ont besoin, ils peuvent le faire. Bon. Nous, la DCRI, on a pris Palantir parce qu'on a dit on n'a aucune technique en France. Alors, c'est un argument. Mais la question, c'est combien de temps on va mettre et quels sont les efforts qu'on va faire pour pouvoir répondre à cette solution en trouvant une solution française. Ça, c'est un véritable objectif de relance. Vous voyez ? Quand je vois Airbus, pareil, il a pris Palantir. Bon, c'est beaucoup d'argent. Airbus investit considérablement là-dedans. Alors, si nous on dit on est d'accord pour tant d'années parce qu'on n'est pas bon, mais on va faire un investissement lourd pour arriver à ça, c'est un véritable objectif parce qu'on pourra dire aux entreprises françaises où on a des intérêts d'une manière ou d'une autre, on va leur dire bien entendu une fois que ça fonctionne, vous utilisez CSM. Et s'ils vous disent poussé par les fameux cabinets, vous disent ah oui mais l'autre est un peu le plus performant, on répondra c'est pas grave, on préfère passer par le nôtre parce que le nôtre il est plus sécurisé. Parce qu'il y a des balances, si vous voulez, qu'on peut faire. Alors, vous citiez effectivement Microsoft. Moi, je vais vous dire, les sociétés, toutes ces grandes sociétés internationales, je ne mets pas en doute leur qualité et autres, mais quand je connais des entreprises françaises, j'en connais une bien, parce que j'ai eu l'occasion de voir ça de près, qui ne travaillent qu'avec Microsoft, et moi, je ne vais pas vous donner l'entreprise, vous allez comprendre pourquoi, j'ai dit aux ces gens de cette entreprise, mais vous vous rendez bien compte quand même qu'en étant totalement
chez Microsoft, tout peut partir, tout ce que vous avez peut partir chez un concurrent. Et la réponse a dit, mais non, vous êtes un paranoïaque. Ben oui. Et puis après, quand ils perdent une affaire dans le monde, cherchez pourquoi. Hein, donc, là, on revient à cette espèce, ce déni ou la mondialisation heureuse, si vous voulez, de certains. Hein, cette notion de le fait qu'on se dit, ah non, mais tout ça, c'est pas grave, tout ça, ça va s'arranger. Mais je crois que là, bon, vous êtes au cœur de ce qui se passe. La mondialisation, qu'elle soit heureuse ou pas, elle est morte avec l'élection de Trump. C'est fini. On a basculé dans un monde bilatéral. Regardez ce qui se passe, on vient de l'apprendre aujourd'hui avec les Iraniens. On négocie en bilatéral dans tous les sens. Hein, la mondialisation, c'est fini. La preuve, l'OMC n'existe plus. Hein. C'est la démonstration que tout a sauté. Et M. Lamy, Dieu sait pourtant si ça a été un ardent défenseur de l'OMC, l'a reconnu lui-même. Ça ne marche plus. Hein. Alors, un dernier point sur ce que vous disiez, comment inverser la tendance? C'est ce que moi je crois effectivement qu'il faut on peut pas tout contrôler, on peut pas tout faire, c'est pas possible. Mais au moins il y a un certain nombre de règles qu'il faut faire respecter sur les notions, par exemple, de secret. Hein. Le secret d'entreprise. Il faut qu'on arrive à protéger d'une manière ou d'une autre le secret d'entreprise. Moi, quand il y a des audits, par exemple, qui sont faits maintenant, des due diligence, l'État regarde les entreprises et ainsi de suite, ou les banques d'ailleurs, on devrait regarder la protection du secret de l'entreprise, comment elle est faite. Est-ce que réellement on nous parle du développement durable, on nous parle de savoir si on va, je sais pas moi, hein, si on va travailler sur les genres ou tout ce que vous voudrez, hein, et on ne se préoccupe pas de savoir comment est préservé le secret dans une entreprise. Moi, ça me paraît aberrant, puisque s'il n'y a plus de secret, il n'y a plus d'entreprise à moyen terme. Hein. Alors, pour la deuxième question, là, pour le rôle de l'administration française, moi je pense que l'administration française, elle est tiraillée, si vous voulez, entre les mondialistes, je le dis comme je le pense, hein, entre les mondialistes et, je dirais, il n'y a pas beaucoup, mais des souverainistes. Bon. Les mondialistes, ils pensent que tout va s'arranger. Vous savez, c'est la grande théorie de la mondialisation, c'est dire, on n'intervient pas sur les marchés, ils vont s'équilibrer par eux-mêmes. Alors, c'est vrai en théorie. Mais comme ça a été très bien expliqué par un certain nombre d'économistes, il suffit qu'il y en ait un qui ne joue pas le jeu, hein, pour que tout le système soit faussé. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous en avez un qui ne joue pas le jeu sur les données, sur la protection des données, bon, et comment on va faire? Moi, je me souviens, quand Mme von der Leyen, quand on a, pour l'histoire justement du Covid, hein, à l'époque, avant, il y avait déjà une grande négociation sur le transfert transatlantique des données dans les deux sens. Hein, et on sait qu'elle a laissé partir un certain nombre de données volontairement pour faire un geste de bonne volonté envers les Américains. Bon, honnêtement, ça n'a servi à rien. Parce qu'après, ils ont repris leur système. Et aujourd'hui, hein, si vous regardez aussi bien d'ailleurs M. Musk que tous les autres, ils vous disent tous libre circulation des données. Mais libre circulation des données, ça veut dire qu'on n'a plus rien. Puisque c'est notre actif, en définitive. Aujourd'hui, hein, c'est les données qui sont essentielles. Alors, donc, oui, il faut qu'il y ait l'administration française, on en est conscient, c'est qu'elle se mobilise pour dire il faut qu'on apprenne à protéger nos entreprises. Il faut cesser de croire que tout le monde est beau et tout le monde il est gentil. Il faut se dire non, il faut qu'on protège nos entreprises parce que c'est l'emploi, parce que c'est l'avenir, parce que c'est le PIB qui monte et ainsi de suite. Quant au rôle territorial, alors sur les cabinets conseils dans le rôle territorial, là je pense qu'il faut qu'on fasse, alors vous avez soulevé un vrai problème, moi je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait, dans ce domaine en particulier, que les cabinets qui s'occupent au niveau territorial, qui ont une influence énorme, parce qu'au niveau territorial, ils ont des gens qui sont moins entraînés, moins préparés qu'ailleurs, qu'à d'autres niveaux. Hein. Il faudrait qu'on ait des règles du jeu et presque qu'ils aient une habilitation, si vous voulez. Au minimum, il faudrait que les cabinets conseils qui font du territorial aient une habilitation. Qu'on vérifie qu'ils ont réellement la capacité, hein, de pouvoir travailler. Parce que sinon, ça peut être du n'importe quoi, dans tous les sens. Hein.
Alors là, je ne dis pas que c'est forcément une influence étrangère, encore qu'il peut y en avoir, mais c'est aussi de mauvais conseils. Parce que si vous n'êtes pas un expert du territorial, c'est pas parce que vous êtes un expert. Si vous voulez, on ne peut pas être expert en tout. Hein, si vous êtes un expert de la stratégie internationale de groupe, ou un expert financier, ou un expert technique, aucun problème. Dans votre domaine, vous êtes très fort. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes fort en territorial. C'est encore une autre chose. Or, effectivement, on a vu ces dernières années un certain nombre de cabinets se mettre à dire nous sommes des spécialistes du territorial, et quand on regarde, on peut se poser des questions. Donc oui, il y a un problème de ce côté-là. Je vous le dis comme je le pense, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Sur le plan, ensuite, vous parliez de commande publique, relocalisation, oui, de certains savoir-faire. Ben oui, si vous voulez. Nous avons, en France actuellement, nous avons besoin de relancer notre industrie. C'est bien ce que vous faites, hein, vous êtes en train de travailler là-dessus. On veut relancer l'économie française, on en a besoin, on le sait. Bon, pour ça, eh bien, il y a un certain nombre de choses à faire. On parlait tout à l'heure, la commande publique, elle doit contribuer effectivement et aider et pallier aussi à un certain nombre de défauts de notre système. Hein, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le plan financier ou autre. Mais il faut aussi, elle peut être un outil dans le cadre du plan. Enfin, un plan, il n'y a pas de plan actuellement, bon, c'est clair, mais malheureusement. Mais quand je dis le plan, c'est parce que nous avons des zones de France où sont développées, alors actuellement, parce que c'est plutôt par agrégation d'entreprises que par volonté d'organisation rationnelle, mais il y a des zones qui ont des domaines de spécialité. Moi, je prends l'Occitanie. L'Occitanie, hein, sur l'aéronautique, c'est devenu une zone essentielle. Bon, c'est parfait. Hein, mais il faut justement qu'on voit comment on peut contribuer à faire avancer les choses. Et là, il faut le faire en liaison avec les industriels, en liaison avec les intérêts de l'État, de la vision qu'a l'État. Et je crois qu'on peut effectivement développer les choses. Mais j'ajoute aussi, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on pourrait peut-être profiter aussi des commandes publiques pour exiger de vérifier, hein, que les secrets d'entreprise sont réellement protégés, que les données d'entreprise sont réellement bien hébergées. Parce qu'on pourrait le faire. Vous savez, dans un appel d'offres, hein, dans une commande publique, on dit voilà les prérequis. Et il faut les justifier. Et ben moi, je pense que c'est dans cette partie-là qu'on pourrait faire des choses qui amèneraient tout le monde, hein, à bouger. Parce que, en définitive, sinon les gens ne bougent que par la peur. Hein. Moi, je le vois dans le domaine des données. Enfin, on l'a vu avec l'ANSSI. Hein. Quand l'ANSSI a été créée, personne ne les prenait vraiment au sérieux. Et puis, au fur et à mesure que les patrons d'entreprise se sont rendus compte qu'ils perdaient beaucoup d'argent avec les escroqueries, alors de tous les genres, hein, au président, pillage de données, ainsi de suite. Bon, les patrons d'entreprise se sont rendus compte, et aujourd'hui, il y a une sensibilité aux attaques informatiques qu'il n'y avait pas il y a 5 ans ou 10 ans. Hein. Même si, il y a encore un bon nombre de gens qui n'ont toujours pas compris les risques que ça représente. Mais il y a une évolution. Mais cette évolution, elle a été faite justement parce qu'il y a eu l'ANSSI, et que l'ANSSI a fait la visite, le tour des popotes, si je peux dire, en allant voir les entreprises, en leur expliquant ce qu'il fallait faire. Alors, je pense que c'est pareil. Cette notion de protection est indispensable, mais pas seulement dans le domaine de la protection des données, mais surtout les éléments essentiels d'une entreprise ou des éléments qui sont essentiels dans le cadre de la France. Si vous voulez, au niveau mondial, hein, on a 37 technologies ultra performantes, les technologies du futur. Hein. On sait qu'il y en a 37 dans le monde identifiées. Les Chinois, ils en contrôlent 27, dont 8 en monopole, en position de monopole. Donc c'est-à-dire qu'ils sont bien partis. Hein. Bon. Mais il reste les 10 suivantes. Les 10 restent. Hein. Les Américains contrôlent 7 sur les 10, hein, sur le spatial et le numérique. Et il y en a 3 en Europe. Bon. Sur le numérique, on voit donc bien que les Américains, ils sont très... Et puis on le sait, les Américains sont très sensibilisés à tout ça. Il faut se protéger. Mais les autres, il faut se protéger aussi par rapport à nos petits camarades chinois, parce qu'on parle des Américains, parce que les cabinets, les 5 Five, là, sont des cabinets américains, mais
Mais il y a aussi des gens qui ont une influence chinoise et il faut y penser, il faut s'y préparer. Parce que les Chinois, ils sont aussi chez nous et leur intérêt, c'est de récupérer le maximum d'informations chez nous. Hein. C'est clair. Hein. Parce que le chinois, dans le développement chinois, il y a la part recherche, et Dieu sait s'ils investissent en recherche, hein, bien sûr, mais il y a aussi la part piratage, espionnage et autres, qui pour eux fait partie du dossier. Ça fait partie de leur culture. Hein. C'est-il, les Américains, ils ne gênent pas pour le faire aussi. Hein. Alors, ensuite, à ton recours, alors, pour aller ailleurs en Europe, est-ce qu'on a recours au cabinet conseil? Alors, la réponse est oui. La réponse est oui. Pardon, excusez-moi. La réponse est oui. Tout le monde utilise plus ou moins des cabinets conseils, mais ils sont beaucoup plus contrôlés. Si vous voulez. Ce qui est frappant, c'est... alors, il faut se méfier. Un pays a tendance à faire comme nous, mais d'ailleurs, ça n'a pas si bien réussi que ça ces derniers temps, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont l'influence de McKinsey en Allemagne, par exemple, est très importante. Hein. Et on voit souvent des positions, des prises de position qui sont directement issues de réflexions faites par McKinsey. Bon. Ou d'autres, enfin du genre, si vous voulez, de McKinsey. Bon. Mais il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus contrôlé. Hein. Même si, comme la Pologne par exemple, même si en Pologne, ils sont très pro-américains, ils sont très proches d'Américains. C'est le pays le plus proche de l'Amérique actuellement, il n'y a pas de doute. Bon, mais ils font très attention. Ils savent très bien les risques, si vous voulez. Donc le problème, c'est l'identification des risques, la prise de conscience du risque par l'État. Et à partir du moment où on a pris conscience du risque, de la définition d'un certain nombre de règles qui permettent de limiter la casse. Il ne s'agit pas d'empêcher, on aura toujours besoin de cabinet conseil. Mais il s'agit d'éviter que ça puisse dériver dans un sens ou dans un autre. Alors, le dernier point, vous disiez, les cabinets de conseil français sont-ils vertueux? Qu'est-ce que la vertu? Pardon, excusez-moi, madame. Oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce que la vertu? Vous savez, parce que quand les intérêts financiers sont au milieu, je ne devrais pas vous dire ça, c'est pas très moral, mais j'ai rarement vu la vertu primer par rapport à l'intérêt. Monsieur le rapporteur, et puis j'aurai un petit mot aussi. Vous avez parlé un peu de Palantir tout à l'heure. Quel est votre sentiment sur l'arrivée de Palantir ou la Société Générale qui arrive chez Palantir? Quelle est votre vision? Alors, sur Palantir, je pense que Palantir, ils l'ont construit. Hein. Ils ont vu qu'il y avait un besoin pour le futur, alors, qui était très important pour collecter des données. À l'époque où ils ont conçu Palantir, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Donc Palantir est une étape intermédiaire, si vous voulez, entre l'époque précédente, où il fallait aller chercher en pilotant toutes les recherches, et l'époque où on arrive maintenant, qui est l'époque de l'intelligence artificielle, dans laquelle on définit ce qu'on veut, on appuie sur le bouton, on a la réponse. Alors, réponse plus ou moins biaisée, hein, parce que tous les systèmes d'intelligence artificielle sont orientés dans un sens ou dans un autre. Hein, et il faut en tenir compte. Mais globalement, quand même, Donc Palantir, actuellement, est le système le plus performant. Il va diminuer en importance, à moins qu'il intègre l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, d'ailleurs, pour améliorer leur performance. Hein. Mais Palantir, donc ça a été conçu, financé par la DARPA, donc la DGA américaine. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si c'est la DGA française qui finance une boîte privée, bon, tout le monde pensera quand même qu'il y a des liens, ou alors sinon c'est qu'on a un problème. Hein. Donc c'est clair. Je vous disais, en France, il faut rechercher des solutions françaises. Le problème, et là on revient sur une autre chose, c'est que dans le système actuel, on a toujours eu les très grosses entreprises de défense ou autres qui ont eu tendance à monopoliser ce genre de choses en disant « on va le faire ». Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on le fait très cher, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et c'est là le problème, si vous voulez. Et d'un côté, comme il y a peu de concurrence dans les très grosses entreprises de défense, ils sont très chers, ils ont des coûts très élevés, en France. Hein. Quand ils vendent à l'étranger, ce n'est pas le même prix.
Et là aussi, c'est un problème. Donc, si vous voulez, il faut qu'on arrive à être performant sur le plan des coûts, si on veut être compétitif. Oui, Monsieur Lurel. Non ? Oui, allez-y. Là encore, c'est plutôt une interrogation qu'une vraie question. Mais en écoutant notre invité et ce qui s'est dit, et notamment par notre collègue Morand-Desailly, j'ai une interrogation et je me trouve, si j'ose dire, dans une sorte d'aporie, une sorte d'impasse. Pourquoi ? Quand on nous écoute, on dit « protégeons-nous ». Faisons dans un protectionnisme intelligent, même si le mot était devenu un gros mot, protectionnisme. La Chine et d'autres, les États-Unis aussi, le font à leur manière. Quand Trump décide de changer la politique économique mondiale, de changer la géostratégie mondiale, de jouer sur tous les tableaux, le monétaire, le financier avec les intérêts, les obligations, sur les droits de douane, tous on condamne. Tous. Et vous écoutez les radios et les télévisions, tous on condamne. Et puis on se dit, mais on croit tous au libéralisme, au libre marché, au commerce qui apporte la paix. Et puis on se rend compte qu'il y a des dupes et qu'on est naïf. Alors on se dit, où mettre le curseur ? Et tous, on dit, et moi je dis ça aussi, je parle de tout ce qui a été dit là, mais je n'ai pas trouvé une réponse à une question, mais qui répond, si j'ose dire, des commandes publiques comme levier de développement pour un pays. Avant Trump, on avait du protectionnisme, on avait des droits de douane, et parfois même plus élevés que ce qu'il fait. Et bon, on se développait. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les multinationales, bon, les bourses, les fonds de pension, etc., qui sont plutôt victimes de cette affaire-là. Si nous devons répondre à ça et apporter des droits de douane, se servir des commandes publiques, où mettre le curseur de la protection ou du protectionnisme ? Jusqu'où ne pas aller trop loin si on prend la terminologie européenne ? On va faire, mais on va négocier. Bon, ok, les Chinois ont répondu à leur manière, et on sait comment ils répondront, peut-être que nous aussi nous le faisons, ils vont subventionner leur exportation. C'est déjà très faible en coûts salariaux, mais ils vont le faire par des subventions déguisées. Les États-Unis le font aussi. Peut-être que nous le faisons malgré la législation européenne sur les aides d'État et les emmerdes qu'on peut avoir lorsque on veut aider une entreprise à se développer. La solution à l'époque, c'était de déclarer que tout ça, c'est stratégique. Il y avait même, et vous l'aviez dit il y a un moment, c'est régalien, c'est encore l'État qui peut décider. À l'époque, un ministre avait déclaré tel ou tel secteur stratégique. Si on décide de faire ça, on ne peut pas le faire. Il faudrait revoir l'Europe, ou il faudra devenir souverainiste. Il faudra que je vote Marine Le Pen. Je le dis très clairement parce que moi j'ai un problème d'impasse culturelle et surtout de connaissances économiques et politiques. Si je fais la même chose, je deviens trumpiste. C'est curieux ce que je dis là. Tu dis, mais finalement, on ne voit que des inconvénients parce que le libre-échange, c'est devenu notre opium. C'est très bien. Mais si je fais ça, on crée une guerre mondiale. Si je fais ça, l'Europe me dit non. Où dois-je mettre le curseur, notamment en commande publique ? Alors, on se dit sur le numérique, on a peur. Si on devait taxer les GAFA et les autres, on a peur. Que fait-on ? Alors que sans l'Europe, je ne vois pas comment ces entreprises-là pourraient continuer à prospérer. Et pourtant, ça se fait. On a une arme, mais on veut être plus loyal que loyal. On veut être plus propre que propre. On surtranspose les directives. Et c'est un socialiste qui dit ça. Y a-t-il une vertu au protectionnisme moderne, pensé et intelligent ? Où mettre le curseur pour que nous défendions nos intérêts ? Moi, j'avoue qu'en écoutant ça, je suis d'accord, mais je n'ai pas la vraie solution. Voilà ce que je dis. On a tenté de faire ça pour les Outre-mer en disant faisons Small Business Act. Avec quoi ? Moi, j'avais mis 33%, maintenant on me dit c'est 20%. C'est une expérimentation que l'État ne veut pas reconduire.
au motif non pas d'une connivence de corruption, comme on a pu peut-être l'entendre, de complicité, comme j'ai entendu, non, une connivence idéologique. On pense tous la même chose, le libre-échange, qu'on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, Musk propose déjà de revenir à un libre-échange entre les États-Unis et nous. Et je suis sûr que tous on va accepter. Moi, je dis qu'il y avait aussi du bonheur lorsqu'il y avait des barrières douanières, lorsqu'il y avait de la protection, lorsqu'il y avait ce qu'on appelait les infant industries, les industries dans l'enfance. Ça se développait. On n'est pas moins heureux dans les années 60 qu'aujourd'hui. Eh bien non, on a tous communié à ça. Et puis aujourd'hui, on cherche des ajustements. Des ajustements. Trump fait une révolution de système. Il fait une révolution copernicienne, il revient à ce qui était avant. Il fait un tour complet en disant, vous verrez, on va souffrir à court terme, mais à moyen et long terme, j'aurai des recettes, j'aurai une réindustrialisation, je vais faire baisser la monnaie, je vais forcer le président de la Fed, M. Powell, à descendre les taux d'intérêt. À la limite, à moyen terme, ça peut être payant cette affaire-là. Et nous, l'Europe, on est une zone de libre-échange. Et on s'interroge. On a la vertu économique et la science infuse. Avant d'apprendre tout ça à l'université, il y avait de la politique, de l'économie politique. On a oublié le marxisme, on a oublié toutes les... Non, on est tombé dans la régulation. Il ne faut pas encadrer, il faut simplement réguler. Moi, je ne fais que des lois de régulation que je propose tous les jours, de régulation. Mais ça ne va pas loin, ça. On est devant une révolution systémique, une révolution absolument philosophique, et de, comment on dit ça, le grand terme philosophique sur les sciences, de paradigme, on change de paradigme, et nous, on est dans des ajustements. Je m'arrête là, c'est pas une question, cher monsieur, c'est une interrogation que j'ai. Je dis, ouais, on fait tout ça, bon, on va protéger quelques entreprises, mais on va où avec ça dans la défense des intérêts nationaux? Merci beaucoup, Monsieur Lurel. Monsieur Juillet, moi j'avais simplement une petite remarque et une question. Vous avez pu d'ailleurs le démontrer dans les interventions que vous avez eues et dans les responsabilités qui ont été les vôtres. Est-ce que vous avez identifié le levier de la commande publique comme cheval de Troie de puissance étrangère? Vous avez évoqué les cabinets conseils, mais est-ce que vous avez, alors sans peut-être évoquer des informations de nature confidentielle, mais des projets portés ou par des collectivités locales ou par l'État qui ont été sciemment utilisés par des puissances étrangères pour mener cette guerre économique qui en effet n'a pas attendu Donald Trump? Et l'autre point qui me semble très intéressant que vous avez formulé en proposition, je pense, pour nos travaux, c'est l'idée d'introduire au moment des appels d'offres, dans les dossiers de consultation des entreprises notamment, la condition sur la sécurisation des données, à la fois de l'entreprise en tant que telle et puis de ses clients, donc possiblement des collectivités en l'occurrence. Ça nous semble intéressant, mais probablement que l'une des réponses qui sera faite, ce sera du côté des entreprises de dire on est d'accord, mais il va falloir nous aider, nous accompagner parce que ces changements auront un coût. Et du côté des collectivités aussi, dans le contexte budgétaire contraint que l'on peut connaître, on imagine bien que pendant au moins une phase de transition, il y aura un effet de renchérissement des prestations. Et donc l'accompagner, mais encore une fois, ça rejoint l'intervention de M. Lurel, comme moyen justement de résoudre une partie, pas toute, mais une partie des contradictions auxquelles nous sommes confrontés. En tout cas, moi je retiens bien cette proposition avec des conditions de mise en œuvre qu'il conviendra d'apprécier plus précisément, mais je souhaitais vous interroger là sur ce levier de commande publique dans le cadre de la guerre économique, l'intelligence économique sur laquelle vous avez longtemps travaillé. Alors, il y a effectivement, alors il y a deux aspects. Il faut bien, quand vous avez une commande publique qui correspond, enfin, qui est orientée dans un domaine qui peut intéresser d'autres pays, soit pour la freiner, c'est ça aussi, pour éviter le développement chez nous, soit au contraire pour essayer de la récupérer.
Récupérer parce que nous avons des recherches, des labos de recherche qui sont performants là-dessus et qui se disent c'est une bonne opération, c'est un bon coup à faire. Bon, là vous avez bien sûr les cabinets conseils, mais il y a aussi, il ne faut pas non pas l'oublier, les lobbyistes. Hein. Les lobbyistes sont une entité redoutable dans le monde moderne, hein, il faut bien le dire. Parce qu'ils font passer des messages. Il n'y a pas seulement des actions sur les, je dirais, dans les médias, les réseaux sociaux et autres, mais il y a aussi des actions personnelles qu'ils font auprès des uns et des autres. Et tout ça, ça se mélange, si vous voulez. Alors, vous m'avez posé la question, est-ce que j'ai eu l'occasion de voir? Réponse est oui. J'ai vu des opérations dans lesquelles, sciemment, des entreprises étrangères, avec bien sûr la bénédiction et pour cause de leur gouvernement, hein, jouaient tous ensemble pour gagner un appel d'offres. Vous avez, il y a une petite organisation américaine au département du commerce américain, hein, qui tous les ans définit à peu près 130 contrats essentiels pour l'État américain. Donc il regarde tous les contrats ou les possibilités d'accords, les appels d'offres et autres, dans lesquels des Américains sont investis, et il choisit les 120 ou 130 plus intéressants pour les États-Unis. Sur ces 120 ou 130, j'ai bien dit tous, les services de l'État américain sont mobilisés. C'est-à-dire les diplomates, les services de renseignement, la police, les douanes, tout le monde travaille pour donner à l'entreprise tous les éléments possibles pour qu'elle gagne. Vous voyez? Alors, dans ce cadre-là, quand ils ont décidé qu'une proposition, un appel d'offres peut être intéressant, alors ils ne se gênent pas, si vous voulez, pour mettre en place tous les moyens. Alors, comme je vous disais, bien sûr, en plus, dans un cas comme ceux de la commande publique en France, et compte tenu des règles françaises, il va falloir qu'ils mettent des intermédiaires défaunés au niveau de pays européens qui vont arriver. Mais le résultat sera le même. Quand vous grattez vraiment, vous apercevez que ça vient d'ailleurs. Et c'est valable, je veux dire, aussi bien d'ailleurs du côté chinois que du côté américain, pour prendre les deux plus gros, les deux hyperpuissances. Donc il faut bien voir ça, il faut bien regarder. Et alors, juste un dernier point là-dessus. Quand je vous disais, je pense que dans l'appel d'offres, la commande publique, elle est toujours importante. Ça sert aussi à orienter les entreprises, orienter la recherche. Il y a beaucoup de choses. Une commande publique, ça a des conséquences multiples et variées. Donc oui, d'un côté, il faudrait trouver un système pour que les entreprises françaises puissent concourir avec une chance raisonnable de gagner. Mais il y a peut-être des choses à regarder aussi. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais ça ne paraît pas. On fait des appels d'offres au niveau européen, ok ? Mais les impôts et les taxes dans les pays européens sont différents les uns des autres. Donc la concurrence n'est pas équilibrée. Si nos entreprises payent 30% d'impôts ou 25% d'impôts et que l'autre il en paye 15%, ben ils ont un avantage concurrentiel de 10% pour acquérir la commande. Vous voyez? Et ça aussi, c'est une chose à réfléchir. Il faudrait réfléchir, mais il y a peut-être des solutions qui permettraient de mieux rééquilibrer les choses dans les appels d'offres, tout en respectant les règles. Mais en disant, attendez, on fait un combat à armes égales. Vous voyez ce que je veux dire? Pas autrement. Et là, il y a certainement une piste également. Demain, je vous disais, il y a la notion de secret qui est l'essentiel, mais le combat à armes égales, il est aussi très important. Parce que souvent, on voit des commandes emportées par des gens qui bénéficient d'une aide extérieure que nos entreprises ne peuvent pas avoir. Si vous voulez, ça, pour moi, c'est vraiment deux choses importantes. Après, dernier point que vous avez évoqué, c'est entreprises et collectivités. Bon, les entreprises, elles sont toujours prêtes. Vous savez, elles râlent quand on leur demande des choses en plus, elles n'aiment pas. C'est clair, ça, c'est normal. Mais d'un autre côté, si elles ont conscience que véritablement ça peut les aider, ça les fait réfléchir. Et dans ce domaine du secret, beaucoup d'entreprises ont perdu des contrats dans le passé parce qu'il y a eu des fuites, parce qu'il y a eu des interceptions, parce qu'il y a eu plein de choses.
Donc ils sont quand même sensibles à ces choses-là. Et donc je crois que si on leur disait dans la guerre, surtout maintenant avec ce qui se passe avec les Américains, qui a été évoqué, Trump, il fait un pas. Pour moi, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais moi, Trump, pour moi, c'est un pari. Il a regardé tout ce qui ne marche pas aux États-Unis ou tout ce qui avait dérivé trop. Hein, il dit ça, il faut l'éliminer. Si on veut rester la première puissance mondiale, on n'a pas le choix. Il faut casser tout ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et ça touche aussi des entreprises américaines. On parlait de Google tout à l'heure. Hein, permettez-moi de vous dire que sur leur portable, hein, le portable de Google, dont la plupart des produits sont faits en Chine, ils viennent de se prendre 35% de plus de hausse sur les produits de base qui vont lancer. Donc autant vous dire que le prix va monter. Hein. Est-ce qu'il pourra en vendre? Il va avoir des difficultés. Donc les Américains sont dans une démarche terrible, parce qu'ils vont toucher leurs propres entreprises. Mais ils disent c'est la condition si on veut redevenir la première puissance, si on veut arrêter le déclin, et redevenir la première puissance mondiale. Donc c'est ça. Alors face à cette logique-là, si nous on veut simplement, vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, si on veut faire uniquement des ajustements, on n'arrivera à rien. Vous savez, il n'y a que dans la Bible hein, que l'homme seul, comme chez nous on aime bien, avec une fronde, David tue le géant Goliath. Mais moi, dans ma carrière, j'ai jamais vu un type avec un arc tenir longtemps face à un gars avec une mitraillette. Monsieur le rapporteur? Oui, on est un petit peu dans les... Je vais un peu extrapoler. Dans cette guerre économique, c'est un peu ce qui s'est passé pour le rachat de General Electric. Pour nous rendre un petit mot quand même. Alors, General Electric, c'est une opération qui a été montée remarquablement bien par les Américains, il faut bien le dire, hein, puisque au départ, c'est un constat par les Américains. General Electric est leader mondial dans tous les types de turbines, sauf une, les fameuses turbines Arabelle. Hein. Bon, que les Français ont réussi à faire marcher, parce qu'au départ, quand on l'avait acheté, quand la société l'avait acheté, ça ne marchait pas. Mais bon, ils ont réussi à la faire marcher, et les Américains disent c'est pas possible, il faut qu'on récupère les turbines Arabelle, parce qu'on ne peut pas être leader mondial dans ce domaine des turbines, et qu'il y en ait une qui nous échappe. Très bien. Bon. Ils vont faire une opération qui va être montée de main de maître, puisqu'on le sait bien, quand Pierucci, par exemple, a vu le juge, le vice-président qui avait été arrêté aux États-Unis, quand il a vu le juge la première fois, l'autre va sortir un dossier comme ça, en disant « Monsieur, c'est tous les messages qu'on a interceptés entre votre bureau hein, en Asie et la direction centrale, et voilà toutes les preuves que vous êtes des corrompus, des pourris et tout. » Ils avaient comme ça. Ils avaient pendant 2 ans, ils avaient tout intercepté, si vous voulez. Alors on va vous dire, mais c'est pas moral, c'est non, c'est la réalité. Hein. Et donc ils avaient les éléments de départ. Et ensuite, quand ils ont lancé cette attaque, regardez, c'est quand même fantastique, parce que General Electric, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Hein. Ils ont mis à la tête, et c'est pas une critique d'ailleurs, mais ils ont mis à la tête, ils ont recruté qui? Ils ont recruté la femme d'un ministre, hein, qui était une brillante énarque, bon, et qui est chargé des investissements étrangers en France. Là, c'est un peu énorme quand même, parce qu'il y a peut-être du pantouflage, mais enfin, ça, c'est autre chose. Hein. Mais quand vous regardez, donc, ils ont monté une opération, ils ont payé des lobbyistes en pagaille, ils ont pris des banques d'affaires qui travaillent en France tout le temps, et c'était pas les petites, hein, c'était les très grandes banques d'affaires bien connues par les Français. Hein. Donc ça a été une opération, mais remarquable, parce qu'ils ont joué sur tous les tableaux. Et à la fin, ils ont convaincu le président de la société de vendre toute cette partie de l'entreprise, hein, et lui, ça lui a permis d'avoir quelques sous à l'étranger. Puisque si mes informations sont bonnes, il a été payé à Singapour pour ne pas payer d'impôts en France. Donc, ça pose question. Mais ça montre aussi que, si vous voulez, cette affaire-là, il ne faut pas la regarder comme une affaire épouvantable. Non, il faut se dire, celle-là, elle a été révélée, on l'a vu, on l'a compris, mais tous les jours, il y a des opérations de ce genre qui se passent.
Et le problème, c'est qu'il faut les arrêter. Et là, on a besoin effectivement de contrôler très attentivement beaucoup de choses. Merci beaucoup, Monsieur Juillet, pour votre intervention, vos propositions, vos contributions qui nous seront très précieuses. Et au besoin, avec Monsieur le rapporteur, nous continuerons ces échanges dans les semaines qui viennent. Merci à vous.